Vous pouvez commencer. Donc, je vous présente le travail que j'ai réalisé pour Poséidon, votre application de trading. Donc, les contraintes techniques comprenaient l'utilisation d'un framework, de TimeLeaf, de Bootstrap et de langue anglaise pour les commentaires et Javadoc. Tout est versionné sur le repo Git avec l'utilisation de Gitflow. Les features représentent mes itérations Scrum. Les tests unitaires ont été réalisés avec Mockito pour une meilleure isolation des classes et ACRG pour une meilleure compréhension. Les couvertures de code ont été réalisées, Jacoco et SonarCloud. Les connexions, j'utilise SLF4j qui utilise là avec Spring Boot Log4j, mais on peut en utiliser comme ça un autre logger s'il y a un problème avec Log4j de vulnérabilité. Les exigences, c'était de forker le projet, de le cloner. Ensuite, de créer la database avec le script DataSQL fourni et ce qui était inscrit dans l'application de properties fournie. Évidemment, j'ai sécurisé, j'ai tout mis dans le login et password dans un DB properties qui est inscrit dans le Git ignore. Comme ça ne part pas sur Git, ce qui impose l'inscription d'une property source sur la classe application. Ensuite, donc, il fallait créer les tables avec le SQL fourni. Ensuite, faire un mapping domaine, le repository, le contrôleur et les tests, les HTML pour TimeLeaf. Ensuite, il fallait écrire tout le Data Access Layer pour les services pour toutes les entités, écrire les tests unitaires, ensuite implémenter la sécurité, notamment avec Auth2. Et aussi, il y avait une contrainte sur le password, 8 caractères, un majuscule, un minuscule minimum et un symbole. Et ensuite, il fallait écrire l'API REST, le CRUD. Le data SQL, on voit qu'il y avait des contraintes sur la longueur des caractères, varchar 30 et des 125 aussi. Donc, le data SQL, on peut le voir si vous voulez, mais on peut le voir. Donc, évidemment, on voit qu'il y a des contraintes, donc, notamment sur les longueurs, etc., sur toutes les... Ensuite, il fallait donc créer le mapping domaine. Ce qui était fourni, c'était la classe user, et ensuite, toutes les classes étaient en to-do. Et notamment, on voit des contraintes note blanche Internet. Donc, j'ai réalisé le mapping et notamment ce que j'ai réalisé pour user. On voit que j'ai créé certaines annotations, notamment pour le mot de passe. Si vous regardez password, il y a valid password. Donc, j'ai créé cette annotation, on verra après. Ensuite, on a toutes les contraintes que j'ai notées, donc les max pour les strings qui correspondent aussi aux contraintes qui étaient notées dans le SQL. J'attire votre attention sur le groupe séquence, user class et valid password group pour l'ordre dans lequel on va passer les contraintes. Parce que le note nul, il faut qu'il passe avant le valid password, parce que sinon, passer va envoyer une note null exception quand on va faire les tests. Donc, pour les autres mappings, donc j'ai créé, vous voyez, min, max pour l'ID, et il y a aussi des annotations data type format et JSON format qui sont ajoutées pour simplifier le format en string dans TimeLeaf et pour JSON de l'API REST. La taille des colonnes, j'attire votre attention, on a mis un 125 pour le username, mais comme on va utiliser les emails avec Auth, la recommandation aurait été de mettre 320 de DRFC. La taille des colonnes aussi Bcrypt, j'ai regardé la doc technique, et dans la doc technique, on autorise en bits et les UTF peuvent prendre jusqu'à 4 bits. Euro prend 3 bits, par exemple, d'octets de longueur. Donc, ça peut poser un problème, et notamment la dernière sécurité qui était sortie, justement pour Bcrypt, comme on peut voir, avec 12 RTX NVIDIA, faut faire attention, il faut mieux utiliser des longueurs de 13. Donc, pour les dates, comme je l'ai dit, dans l'application Properties, j'ai défini le format. Naming stratégique, j'ai dû utiliser cette stratégie de nommage parce que dans votre SQL, vous avez des majuscules et des minuscules, mais pour mon Java, je suis camel case. Et aussi pour value, faire attention à H2, parce qu'en fait, c'est un mot réservé, donc il nécessite les backcodes pour les tests. Sinon, H2 va envoyer une erreur. Les tests fournis ne sont pas first. Hélas, oui, parce qu'on fait un objet, on le réutilise. Alors, je vous montre un des tests vraiment first, user TU. Donc, évidemment, dans une entité, on va tester que les constraintes validation avec un validator.
Et je vais tester, je vais utiliser pour mon entité, je vais tester effectivement mes constantes. Par exemple, si un mot de passe, un string trop long qui dépasse 125 caractères, là, il va envoyer, je vais chercher qu'il envoie une constante de validation avec un insert, avec mon assert that is not empty. Donc c'est pareil hein, pour les autres tests. Et notamment, les tests qui étaient fournis utilisaient le repository. Donc, j'ai fait quelques tests d'intégration. Et notamment, j'ai défini un myTestProperties dans mon test ressources. Et donc, avec l'utilisation de H2, un data SQL pour H2, on verra après les subtilités, qui n'est pas le même SQL, pas tout à fait le même SQL que MySQL, et un log4j-test XML pour les tests, les logs pour les tests. Alors, les tests, le IT, il est là. Donc, le IT, ben, on va tester effectivement ce qui a été testé, mais je vais tester surtout, comme on verra après, find by username. Quand je vais faire ma JPA Nemeth Queries, je vais la tester, évidemment. Et je vais tester aussi une chose particulière, c'est quand on envoie un nul dans un find by ID ou un delete by ID, ben, ça n'envoie pas un illegal argument exception comme dans Endod, mais un invalid data access API des exceptions. Ça, c'était important pour que je le récupère après pour mon contrôleur advice. Dans les tests, j'écris donc, j'ai fait un TDD, effectivement, j'ai créé d'abord mon valid password validator test, j'ai créé ma classe validator et mon annotation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur la classe user. Mais le user ne passait pas, hein, c'était ce que je vous avais dit, le groupe séquence, parce que dans la doc JBoss, il est bien marqué que les contraintes n'ont pas d'ordre particulier. Donc, si on veut le faire, il faut mettre un groupe séquence pour dire qu'il va passer d'abord le note nul et ensuite mon valid password. Comme ça, passait dans l'ordre du test, comme j'utilise passé, pour faire essayer la validation, le passé validator, il va plus envoyer un nul pointer exception sur un mot de passe nul. Parce que j'ai testé, évidemment, si on envoie un mot de passe nul, ça doit envoyer une exception. Il doit être refusé. J'ai créé le DAL pour tous les services, de toutes les entités, notamment, par exemple, ce que j'ai fait pour user, get user by username, get by ID, get by ID with blank password, évidemment, par un update, on ne doit pas présenter le password, get users, donc il va essayer d'avoir tous les utilisateurs avec un pageable, si vous voulez faire des pages, et notamment aussi, ça me permet de faire un map sur la page, pour faire des blank passwords. Set user et date user by ID. Transactionnel important à mettre dans les services, parce que pour des raisons d'escalade, Spring Data JPA active par défaut le transactionnel sur les méthodes du repository. Donc, ce qui fait que si on fait une écriture avant plusieurs écritures et que ça se passe mal, ça risque de créer une incohérence de base. Donc, le transactionnel dans les services, c'est pour assurer les propriétés acides. Je vais créer les contrôleurs, là je dépasse en TDD. Donc, j'ai créé le user controller et notamment pour nos contraintes, les violations de contraintes, les exceptions, elles vont être lancées dans le contrôleur. Et donc, pour les rattraper, pour les activer, il faut faire valide user, comme ça on active des contraintes. Et ensuite, il faut mettre tout de suite derrière le binding result pour qu'il soit construit et pour que ce soit transmis à TimeLeaf. Et donc, TimeLeaf, dans le add, voilà, il va récupérer et donc il va avoir un field as error username par exemple et il va afficher l'erreur et notamment pour notre data, notre exception par exemple si le unique n'est pas respecté, on va créer un user avec user, ben voilà, TimeLeaf le récupère et il dit l'username already existe. C'est l'exemple que je vais donner pour voir comment ça marchait. Alors, ensuite, la data integrity version exception, comme je l'ai testé sur le username de unique dans user. Mais il faut faire attention, MySQL par défaut est case insensitif, d'accord, mais pas H2. Donc, c'est pour ça que quand le data SQL de H2 comporte varchar-ignore case pour avoir l'ignore case, parce que H2 ne le fait pas. C'est petite subtilité. Et donc, dans le user controller service, et donc le user service implement va récupérer par un try catch la data integrity violation exception, va la loguer et va envoyer un message générique pour les utilisateurs. Ils n'ont pas
savoir ce qui exactement il peut se passer. Et donc, c'était ça. Donc, elle est récupérée et username already existe comme vous avez vu sur la page. Donc, c'est bien transmis à TimeLeaf. Le contrôle exception handler n'aura à prendre en charge que ce qui est vraiment inattendu comme exception, c'est logué et on crée une page error. J'ai créé une page error qui va afficher le message d'erreur. Par exemple, error while getting user ou error si vraiment c'est inattendu. Donc, tout est logué, comme ça on sait exactement quelles sont les erreurs. J'ai codé tous les TU. Il fallait écrire toutes les HTML templates avec notamment ce qui était demandé en to-do et j'ai aussi ajouté dans les inputs, j'ai sécurisé les inputs, max et les required. En accord avec tout ce qui était déjà écrit en constante. Security, donc pour implémenter sécurité, le bcrypt encodeur, deux properties pour le hot 2. Donc pour le classique, c'est l'user detail service implement qu'il fallait écrire et la sécurité. Donc l'user detail, on le récupère dans la base, on récupère son rôle pour créer le principal. Et la chaîne de sécurité, donc il nous faut un authentication manager, une chaîne de sécurité avec tous les matchers. Non, un permis tool pour le home, le add et pour add un utilisateur, mais ensuite tout est sécurisé avec notamment, on verra après pour admin, il y a un accès spécial et ensuite les autres utilisateurs ont accès sur les autres utilisateurs. Admin n'aura accès qu'à la page user pour les gérer. Donc Hot 2, il fallait voir sur GitHub. Donc, elle a été créée sur GitHub. Et GitHub, pour le scope, c'est dans leur doc qu'ils ont spécifié read user et user email. Donc, user email envoie une série de mails, donc un principal que je récupère. Donc, on va avoir le node de service. Donc, le GitHub mail, comme je vous ai dit, il y a un principal primary, ensuite hôte de service. Donc, j'ai créé le hôte de service dans la chaîne de sécurité pour récupérer le hôte 2, récupérer l'access token, aller interroger le endpoint comme c'est décrit dans le doc de GitHub et récupérer les emails. Et ensuite, une fois que je récupère l'email, est-ce que l'utilisateur existe ou pas en base de données? S'il existe, on l'update. S'il n'existe pas, on le crée. Pour l'OIDC, j'ai utilisé Google, donc j'ai dû créer un OIDC User Service parce que GitHub est hôte 2, Google est OIDC. Donc pareil, j'ai rajouté dans le deux properties des propriétés pour Google avec un spot, OpenID, profil, email. Et pareil, le OIDC User Service récupère les mails. C'est moins compliqué parce qu'on n'a pas interrogé le endpoint puisque tout était mis dans le token sécurisé encodé OIDC. API contrôleur, j'ai écrit tous les contrôleurs et le constraint violation n'est pas récupéré par TimeLeaf mais sera récupéré par le contrôleur advice. Et donc, ça demande un invalidated sur la classe et dans le path variable, pour ID par exemple, il faut un min et un max. Comme ça, ça va lancer le contrôleur version exception qui est récupéré par l'API contrôleur. Pour par contre, le valide, c'est plus une constraint de validation, mais c'est un méthode argument not valid exception qui sont récupérés par le valid user noté comme ça dans le request body avec l'optionnel. Et l'optionnel lui-même va envoyer un empty si c'est pas un user, s'il est incorrect, un bad request exception, tout ça est géré par le API controller exception handler. Donc la data integrative exception, on a vu comment elle a été lancée par l'user service. Et c'est dans l'API controller exception handler avec création d'un API error pour la response entity. Donc le API controller exception handler va bien envoyer un response entity avec quand il y a une erreur. Mais c'était là. Exceptionnel, voilà, donc il renvoie évidemment à la response entity qui est incorrecte. Enfin, non, oui, le contrôle exception handler renvoie à l'exception qui est récupérée par le contrôle exception handler, pardon. Contrôle exception handler qui renvoie bien le response entity avec le API error qui est construit, l'HTTP status bad request et le message d'erreur. Donc, j'ai bien tout mon endpoint
qui était créé avec le create, le delete, le list, l'update pour user. L'update pour récupérer le user avec l'ID, l'update pour envoyer le put. Voilà, le get, le put. Le get pour les listes, le delete pour le delete, et le post pour le create. Voilà, pour toutes les entités. Et on voit que le endpoint pour aussi GitHub était aussi. De Jacoco, la couverture de test est de 93 pour les instructions, 92 pour les branches. Et SonarCloud, on peut le voir, il est ici. Alors, SonarCloud, il est ici. Donc, c'est AAA avec une couverture de 92%. Là, le fellet, c'est parce que j'avais écrit l'OIDC service en dernière intention, mais je n'avais pas écrit les tests qui allaient avec. Voilà. Donc, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, merci pour ta bonne présentation. Bon, déjà, est-ce qu'on peut faire une petite démo? Oui, tout à fait. Alors, Un peu sur la création d'un utilisateur. hop, il est là. Donc, voilà. Donc, on va créer un utilisateur. Donc, je crois qu'il y a déjà un BAAA créé. Alors, attendez. Il n'y a pas la liste des utilisateurs. Tu n'as pas un truc pour monter la liste des utilisateurs? Table. Ah, c'est pas grave. On va créer. Donc, on va créer un nude. Alors, concept. Donc, on est sur le login. On peut se loguer avec GitHub, on peut se loguer avec Google. Donc, je veux me créer. Donc, register, bon, un BBB, parce que là, je suis sûr qu'il n'est pas créé. Full name, donc BBB majuscule, comme ça. Full name BBB, username BBB, password. Donc, qui passe, qui respecte tous les critères. On met un utilisateur, add user. Voilà. Et donc, quand on veut le loguer, BBB. Voilà, il est créé, donc il a bien accès au buildlist, au curvepoint, au rating, au trad, au rule. On peut en faire une nouvelle si on veut. Comment on crée un utilisateur? Comment est-ce qu'on voit la liste des utilisateurs? Comment on voit la liste des utilisateurs? Alors, parce qu'il faut être admin. Donc l'admin, que l'admin. Voilà, il a la liste des utilisateurs. Les users n'ont pas le droit d'avoir la liste admin, d'avoir le user. C'est une sécurité qui est mise dans TimeLeaf. Oui, est-ce que tu peux encore aller sur l'interface de création des utilisateurs? Oui. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur peut se créer admin. Oui, bon, ça, c'était pas spécifié effectivement dans la doc, j'ai pas fait attention, mais c'était pas dans les recommandations de la doc. Donc, j'ai pas créé, effectivement, j'ai pas fait attention à ce point-là. Parce que ce qui aurait pu être logique, c'est que c'est l'admin qui crée les utilisateurs, quoi. C'est pas chaque utilisateur qui se crée. C'est l'admin qui crée les autres utilisateurs et qui décide. Oui, effectivement, pour ça, effectivement, j'aurais dû rajouter juste une sec. Bon, ça va vite, hein, c'est dans TimeLeaf, sec, est-ce que il est authentifié, et sec, est-ce qu'il est admin? Donc, est-ce qu'on l'affiche ou pas? Ok, si tu crées un utilisateur qui existe déjà, qu'est-ce que ça va faire? Alors, justement, c'est ce que j'ai montré déjà. Donc, si j'utilise, on a créé le BBB, donc BBB, et username BBB. Donc, il existe déjà. Donc, je mets un mot de passe valide, sinon, il va me jeter dès le mot de passe qui n'est pas valide. User, add user, user already existe. Ok, est-ce que tu peux aller sur la page de suppression des utilisateurs? Donc, il faut aller admin. Ah non, c'est admin minuscule, pardon. Enfin, on a vu que ce n'était pas case sensitive SQL. MDP. Voilà. Oui, va sur, non, pas delete, edit, va un peu sur edit. Voilà, et le password n'est pas affiché. Oui, si tu modifies cette sur l'URL là par un autre nom, qu'est-ce qu'il va faire? Sur l'URL, l'URL du navigateur. Tu vois, update /7. Si tu mets 70 là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va utiliser internal error.
OK. C'est géré, comme j'ai dit, c'est géré par la page erreur. Donc, j'affiche bien mon message d'erreur. Error by getting user. Le message qui est généré depuis le service qui est récupéré par le contrôleur et qui est envoyé au contrôleur advice. OK. Je vois beaucoup de transactional dans tes services. Pourquoi est-ce que tu utilises le transactional dans ton user service implement? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je vois beaucoup la notation transactional dans ton user service implement. Oui, c'est normal, c'est ce que j'ai expliqué. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? C'est ce que j'ai expliqué pour des raisons discutables. Spring Data. JP a choisi d'activer par défaut les transactions sur les méthodes des repositories. Cela signifie que les transactions... Ma question peut être plus claire. C'est pourquoi est-ce que quand tu veux obtenir, par exemple, un utilisateur par username, tu fais une transaction? Déjà, c'est transactionnel read-only pour aller plus vite. Et en même temps, c'est... Est-ce que transactionnel va plus vite? Est-ce que quand tu mets transactionnel, ça va plus vite? Ben, non, mais c'est si jamais get user by ID, et comme on a vu, l'ID était pas bon tout à l'heure avec le endpoint quand on a mis 70, ça renvoie une exception que je récupère, que je log, et moi j'envoie user not find, parce que l'utilisateur n'a pas à savoir quel message d'erreur qui est renvoyé, n'a pas à connaître notre technologie. Donc évidemment, quand je fais edit par exemple, et je mets un 70 là, ça envoie une exception dans le service qu'on va reader le repository. Transactionnel, bon, il va fonctionner. C'est une expected rollback exception, mais moi, j'ai déjà obtenu le message que je voulais renvoyer. Mais moi, le message original, il est logué. Non, c'est pas ma question. C'est quoi une transaction pour toi? C'est quoi une transaction? Ben, une transaction, c'est quand on commence à faire quelque chose dans la base. Une fois qu'on a fini la transaction, il n'y a plus de rollback possible parce que la transaction est finalisée. Tandis que dans un transactionnel, on peut toujours faire le rollback. Oui, c'est dans quel genre de situation qu'on utilise la transaction? C'est qu'on fait une écriture. Qu'on fait une écriture sur la base. C'est pas seulement qu'on fait une écriture. La transaction, c'est important quand tu as des opérations, quand tu as plusieurs opérations. De modification de la base, ou dont une qui modifie la base. Opérations. Quand tu fais une seule opération, parce que le mot transaction, c'est un coût. La transaction a un coût. Parce que l'application doit mettre un contexte transactionnel et tout. Il doit faire des blocages. Il récupère plus de ressources pour faire ta transaction. Maintenant, si tu l'utilises quand ce n'est pas nécessaire, tu rends peut-être ton application plus lente, quoi. C'est-à-dire, tu utilises quand c'est pas... Parce que je vois pas en quoi ajouter un utilisateur, tu le gères comme une transaction. C'est pas une transaction, ça. Ajouter un utilisateur, il y a un save quand même. Oui, c'est un save, mais c'est pas une transaction. C'est-à-dire, ça ne doit pas être géré comme une transaction. Ça doit être géré comme une transaction si tu as des opérations. Par exemple, je prends une opération. Oui, c'est pour ça que j'ai transactionnel sur mes services, parce que le service va utiliser le repository. Le repository est déjà transactionnel. Le service, c'est pour ça que j'ai mis le service. C'est pour ça que j'ai mon transactionnel sur mes services. Alors, service, on va le voir. Voilà, donc, de toute façon, transactionnel. Bon, là, effectivement, je ne fais que lire. Mais c'est parce que ensuite je gère des exceptions aussi. Ok. Je ne sais pas ce qui peut se passer comme exception. Ici, imaginons que j'ai une liaison avec ma base de données. Je fais le read, found by username, mais la base de données n'est pas accessible. Dans ce cas, ça va m'envoyer une exception qui va dire défaillance dans la liaison avec la base de données. L'utilisateur n'a pas à le savoir. On renvoie l'utilisateur error while getting user. Mais par contre, moi, je log bien ce qui s'est passé. Ok. Mais je suis d'accord, est-ce que c'est pertinent de l'écrire juste pour un fan by user? Oui, mais si jamais quelqu'un vient ensuite faire des modifications, etc., qu'on oublie le transactionnel, là c'est dramatique. Ne pas l'oublier, c'est une sécurité pour les propriétés acides. Ok. Parlons un peu sécurité. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer le processus de sécurité, c'est-à-dire Spring Security, comment est-ce qu'un utilisateur se connecte?
Je n'ai pas Alors, donné mon username et mon mot de passe. Comment est-ce que mon application fait pour se connecter? Comment est-ce que l'utilisateur se connecte? Quel est le alors processus? par le login. Donc ensuite, c'est géré par Spring, hein. Donc ensuite, Spring a besoin d'un user detail service, comme ici. Donc l'user detail service, on implémente user detail service, on fait son implémentation. Donc on a un override, on a la méthode à définir. Il nous donne le username. On prend le username. Est-ce qu'il existe? On fait, bon, c'est pour ça que j'ai écrit la méthode la méthode getUserByUsername, notamment la JPA NameAtKeys pour le repository. On récupère donc l'utilisateur. S'il n'existe pas, ça renvoie de toute façon une null pointer exception qui est gérée par Spring de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas se loguer si jamais il n'existe pas. Ensuite, on récupère les grands têtes authorities qui sont dans la table. On doit rajouter role parce que en fait, c'est Spring qui utilise role avec les request matchers, comme on va voir. Et ensuite, on récupère donc un user details, un user avec le username, le password qu'on a récupéré, mais qui est encodé dans la base. Et c'est pour ça qu'on a le password qui est défini dans l'application. J'ai bien mon bcrypt qui est défini en bin, parce qu'il est utilisé. Et ensuite, dans security, donc effectivement, les rôles, voilà. Donc as role, c'est pour ça qu'on a role parce que as role inclut role en fait. Donc ensuite, donc, il authentifie l'utilisateur. Ensuite, il vérifie quels sont à ce qu'il a le droit comme endpoint. Par exemple, le user est réservé à admin. Mais par contre, user a le droit et admin ont le droit à ces endpoints. Donc, il y a l'authentification. Ensuite, on va vérifier les permissions. Les permissions sont données par les rôles et définies dans la chaîne. Maintenant, pour OAuth 2, c'est différent. Alors, OAuth 2, ça fonctionne comment? En fait, l'authentification va se faire par un service externe. Donc, OAuth 2 User Service, comme j'ai expliqué, là, on va utiliser GitHub pour juste OAuth 2. Ah, j'ai où? Pourquoi il ne m'a pas ouvert le doc? Ah oui, pardon. Donc, pour l'authentification par OAuth 2, c'est différent. En fait, on demande, donc, si jamais, quand je vais me connecter par OAuth 2, donc moi, je me suis déjà connecté par OAuth 2, donc c'est un peu gênant parce qu'il le fait automatiquement. Mais enfin, si on le fait, il va demander d'abord à GitHub qui va nous afficher une fenêtre. Est-ce que vous autorisez Poseidon à récupérer ce que j'ai demandé à récupérer, c'est-à-dire l'email, et c'est tout, juste les emails et non. Si l'utilisateur refuse, dans ce cas-là, l'authentification sera refusée et mon objet OIDC service, mon OAuth 2, je veux dire, sera nul et dans ce cas-là, je ne pourrai pas faire le reste. Dans ce cas-là, il y aura une exception qui sera levée. Mais si jamais c'est fait, si l'utilisateur autorise GitHub à m'envoyer à Poseidon ce que j'ai demandé dans le scope, c'est-à-dire l'email et le name. Dans ce cas-là, OAuth 2 m'envoie un OAuth 2 token dont j'utilise l'access token pour interroger l'endpoint donné dans la documentation GitHub pour récupérer les emails de l'utilisateur, pour récupérer ensuite, moi, celui qui m'intéresse, le premier, c'est-à-dire celui qui est noté primary et qui sont de toute façon validated. Maintenant, pour l'OIDC, alors, excusez-moi, voilà, donc OIDC service. Pour Google, par contre, Google, lui, renvoie un OIDC. Donc, il renvoie effectivement d'abord un OAuth 2. Le OAuth 2, ensuite, on obtient un token sécurisé OIDC qui contient toutes les données qui permettent de faire le single seal on. Donc, j'ai pas eu le custom. Donc, de ce coup-ci, comme le token est sécurisé, mais contient toutes les autorisations, donc j'obtiens toutes les claims. Les claims que j'ai demandé, c'est le nom et l'email principal. Donc, je l'obtiens et donc je peux obtenir directement et je n'ai pas besoin de me connecter sur un endpoint de Google parce que j'ai tout dans l'OIDC token qui est sécurisé, qui est crypté. Et donc, tout est géré dans la chaîne de sécurité de Spring où je dois définir le custom OAuth 2 service. Quand c'est un OAuth 2 pur,
il va utiliser le hôte de service pur. Si par contre c'est un hôte 2 qui ensuite renvoie un token OIDC, dans ce cas-là, il va utiliser l'OIDC que j'ai défini. Ça, c'est dans le code source même de Spring, j'ai vérifié. Oui, quand tu expliquais un peu comment se connecter par session, c'est-à-dire par le mot de passe, tu as parlé du bcrypt password. Il intervient à quel niveau dans le processus? Dans le processus, c'est quand la personne va se loguer, dans ce cas-là, dans la sécurité de Spring, il va interroger le user detail service que j'ai, et il va comparer ensuite le mot de passe qui est saisi, il va l'encrypter, il va le comparer à celui qui est encrypté dans la base qui était récupéré de la base de données. Quand j'ai créé le user detail service. Ici, quand j'ai créé le user detail qui est demandé, user detail service, pardon, qui est demandé au moment où je me log, donc Spring, je me log par username et je mets un password. Il m'envoie le username, je lui envoie le user detail qui contient le password encrypté et lui va le comparer avec le password saisi qu'il va encrypter, va comparer les deux encryptés. C'est une méthode, alors que j'ai évidemment dans mes tests, alors c'est où j'ai testé, parce que je l'ai testé évidemment, donc test, ils sont là, test, tiens, pourquoi il m'est mis comme ça? Alors, évidemment, ils ont été testés, mais est-ce qu'ils ont été testés dans user domaine? Donc, le constraint de validation, save incorrect. J'ai testé l'incorrect. J'ai testé où déjà? Ici, non, c'est pas celui-là. Évidemment, c'est ici de toute façon. Je sais que je l'ai. Alors ça, c'était obtenir, sauvegarder, c'est où? Paramètres, save. C'est où j'ai fait mes tests? Les deux trucs cryptés, effectivement, ils cryptent. Il y a une méthode de password validator. Je ne sais plus où j'ai utilisé. Password, j'ai pas encrypté à un moment. Si, c'est dans le validator, évidemment. Voilà, donc, valide password validator is valide. Non, c'est pas ça. Alors, c'est où j'ai vérifié le password. Je sais que je l'ai fait. Dans les services, non. Je sais plus. Password. User TU, j'ai pas fait. Non, c'est les constraintes, évidemment. Mais je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc bcrypt password validator encodeur. Je sais que j'ai vérifié, mais c'est que j'ai vérifié. Donc en tout cas, il peut comparer deux mots de passe encryptés et savoir si l'encrypté correspond à celui qui était encrypté en base de données. Et si l'utilisateur correspond, il lui autorise ensuite, il récupère son rôle, et avec son rôle, comme on a défini dans la chaîne de sécurité, il donne les endpoints qui sont autorisés. Ok, pour moi c'est tout. Je ne sais pas si j'ai une question avant qu'on arrête. Pardon? Je ne sais pas si vous avez une question avant qu'on arrête. Pour moi Non. c'est tout. Pour moi c'est bon. C'est bon. Je vais arrêter l'enregistrement.